Alors, bonjour, et je veux remercier les organisateurs et c'est un grand honneur d'être invité. Et alors, je vais parler de Lesa Ukrajinka, Larisa Kvitka-Kosac, plus connue sous son pseudonyme de Lesa Ukrajinka. Est née en 1871 et décédée en 1913. Et son nom Lesa Ukrajinka signifie simplement Lesa l'Ukrainienne. Et alors, Lesa l'Ukrainienne et son œuvre est une partie essentielle du canon littéraire ukrainien. Après la dissolution, Oui, ça marche? Oui. Après la dissolution de l'Union soviétique, son œuvre a été analysée comme féministe et anti-impérialiste, parce que vous peut-être savez que le régime soviétique ne l'a pas reconnue comme une voix féministe, parce que l'idéologie marxiste soviétique ne croyait pas au féminisme. Car selon la doctrine marxiste, la question des femmes était résolue une fois pour toutes par la révolution prolétarienne. Il va sans dire que tous les thèmes anti-impérialistes étaient interprétés uniquement à la lumière de la souffrance du peuple à cause de l'oppression de classe. Lesa Ukrajinka a écrit des poèmes dramatiques ou des drames, de la prose et de la poésie. Et certains de ces drames ont été interdits par la censure. À l'époque de Lesa Ukrajinka, la partie orientale de l'Ukraine appartenait à l'Empire russe et l'utilisation de la langue ukrainienne n'était pas strictement interdite, mais elle était limitée et contrôlée. On pouvait l'utiliser à la maison, mais pas dans les établissements scolaires. Et la langue était aussi bannie comme langue théâtrale et pour la publication des livres. La langue ukrainienne était réduite à la langue des paysans et à son strict usage domestique. Et alors, par exemple, un des instruments d'oppression de la langue ukrainienne, l'ukaz Dems, un décret impérial de tsar Alexandre II, promulgué dès 1876, renforçait la prohibition de la langue ukrainienne. Et ce décret dit que la langue ukrainienne n'existe pas et c'est seulement la langue russe qui doit être considérée comme la seule langue des activités intellectuelles. Et profondément enracinée dans le monde paysan, la langue et la culture ukrainienne ne mériteraient pas, selon le pouvoir russe, d'être révélées au peuple éduqué d'Ukraine ainsi qu'au monde extérieur. Les chercheurs d'aujourd'hui disent que Lesa Ukrajinka écrivait pour le monde entier parce que les intrigues de ces drames appartiennent au canon occidental, au sens le plus large. Elle s'inspire de la Bible, de la mythologie grecque et des mythes pan-européens, comme le mythe de Parsifal, par exemple. Et en analysant brièvement les images et les thèmes dans quelques drames de Lesa Ukrajinka, je voudrais contredire cette thèse et montrer que Lesa Ukrajinka s'adresse premièrement aux Ukrainiens et qu'elle utilise les intrigues pan-occidentales pour véhiculer son message anti-impérialiste. Et par ailleurs, son œuvre révèle une dimension féministe parce que les œuvres de Lesa Ukrajinka exposent les anciens schémas de pensée et nous donnent les instruments pour démanteler les structures invisibles de l'oppression. Je vais commencer par les mots de Yuri Shevelov. George Shevelov, un illustre professeur et critique littéraire dont l'analyse de la culture ukrainienne reste aujourd'hui toujours pertinente.
il était un critique sévère à la fois de la Russie impérialiste et de l'Union soviétique totalitaire. Je voudrais utiliser son essai qui en ukrainien s'appelle Moskva Maroseïka, Moscou, il s'agit de Moscou, comme l'une des matrices critiques permettant l'analyse des drames de l'Essa Ukraïnka. Chevelov postule que culturellement, la Russie était le projet de l'Ukraine. Tout comme Rome s'était réapproprié l'héritage de la Grèce conquise. Dans son essai, Chevelov explique que Kiev considérait Moscou comme un allié dans leur volonté commune de défendre le monde orthodoxe. Mais ce plan a échoué car la mentalité religieuse est rapidement devenue obsolète. Au début du XVIIIe siècle, et Pierre le Grand a décidé de moderniser la Russie dans un cadre laïque. Et ayant perdu sa souveraineté, l'Ukraine s'est retrouvée provincialisée. Sur un plan plus strictement institutionnel, cette isolation a rendu encore plus difficile la propagation de la culture ukrainienne au-delà de ses frontières. Chevelov conclut que l'histoire des liens culturels entre l'Ukraine et la Russie est l'histoire d'une grande guerre qui ne s'est jamais véritablement achevée. Et les postulats de Chevelov peuvent alors servir de guide pour certains motifs et thèmes dans les drames de l'Essa Ukraïnka. L'Essa Ukraïnka avait reçu une excellente éducation à domicile. Elle parlait plusieurs langues et correspondait avec les plus grands érudits de son temps. Et alors, des livres concevaient des programmes éducatifs pour les enfants. L'écriture de l'Essa Ukraïnka est concise, adhérant à ce que l'on pourrait décrire comme une sortie de méthode iceberg, peut-être, où les informations basées ne sont pas toujours explicitement données, et alors ils sont présentés dans une manière plus latente. Et dans ces drames, elle refusait en effet d'inclure explicitement le contexte historique, par exemple. Et quant au féminisme de l'Essa Ukraïnka, elle exprime dans ses lettres adressées à ses amis et aux membres de sa famille son mécontentement face à la contrainte de l'époque de s'engager idéologiquement. Par exemple, elle a critiqué Ibsen pour Nora, considérant que ce personnage de la maison de poupées était trop politique et non basé sur la vraie vie. Comme le postule Vera Ageyeva dans son livre Espace féminin dans la littérature ukrainienne, au début des années 1880, une nouvelle génération de femmes sont entrées sur la scène littéraire. Et c'était des femmes éduquées, ambitieuses, et les hommes de lettres les percevaient comme une menace, bien sûr. Et d'accord, l'Essa Ukraïnka, tout comme son amie et collègue Olha Kobylanska, une autre grande dame de la fin du siècle littéraire, en Ukraine sont entrées sur la scène littéraire non pas en ordre dispersé, mais au sein d'un groupe cohérent. Et alors, cette entrée en puissance de nombreuses femmes sur la scène littéraire marque la remise en cause de la tradition d'un réalisme ethnographique basé sur la glorification des valeurs traditionnelles, patriarcales, je ne sais pas, et aussi les autres thèmes comme ça. Et les écrivains qui représentent ce mouvement d'un réalisme ethnographique croyaient profondément dans les racines ukrainiennes et cherchaient à révéler la véritable histoire de l'Ukraine et privilégier les sujets basés sur la vie des paysans, les événements historiques et l'identification nationale de l'Ukraine. Selon Salomé Pavlichko, il mythifiait la communauté idéale, la personne naturelle idéale, paysan.
et la famille paysanne idéale et la femme idéale. Alors, et les femmes écrivaines de la nouvelle génération ont introduit une nouvelle perspective et nouvelle thématique, par exemple, relations entre les femmes, l'amitié féminine et les changements sociaux, comme par exemple l'évolution de la structure familiale. Et le statut de l'héroïne moderne est défini par son éducation, profession, ses convictions politiques et diverses structures sociales. Dans leur livre Le Mad Woman in the Attic, Sandra Gilbert et Susan Gubar déclarent que les femmes écrivaines étaient l'avant-garde de l'avant-garde, les précurseurs de tous les grands modernistes du XXe siècle. Ça vaut également pour la littérature ukrainienne. Selon Salomé Pavlichko, par exemple, le fameux échange de lettres entre Lesa Ukrainka et Olha Kobylanska illustre ces tendances. Elles ont échangé des lettres pendant presque 14 ans et dans ces lettres, elles ont créé un espace d'intimité féminine et un langage spécial. Par exemple, elles s'appelaient à la troisième personne, quelqu'un de blond et quelqu'un de brun, au masculin. Elles ont inventé de nouveaux personnages presque, qui avaient la permission d'exprimer l'amour entre les femmes et l'amitié qui est devenue une base tout aussi importante, par exemple, que l'amour romantique. Comme écrivain féministe, Lesa Ukrainka nous montre la possibilité d'une agency des femmes. Cela signifie que dans ce drame, la femme peut se poser non seulement comme agent de son propre changement, mais aussi comme vecteur de transformation profonde au niveau de la société, au niveau épistémique, par exemple. Pour les pièces, pour les drames, j'ai choisi 2 drames. Par exemple, le drame ici, Boyarinya, elle n'est pas traduite en français. Alors, en ukrainien, c'est Boyarinya, c'est en anglais Noble Woman, mais c'est un titre assez difficile. Je vais expliquer comment. Le drame Boyarinya, écrit en 1910, est un tableau de la vie tragique de la noblesse cosaque à la cour du tsar moscovite. Je cite la chercheuse Olga Vitoshenska. C'est le seul drame de Lesa Ukrainka parle directement de l'histoire de l'Ukraine. Le titre nous donne une idée de ce qui va passer dans ce drame. Boyarinya, le titre appartient à la noblesse russe et non ukrainienne. Il raconte l'histoire d'un couple ukrainien vivant en Russie à la fin du XVIIe siècle. Et si les critiques ont encensé Boyarinya comme la marche triomphale de Lesa Ukrainka, ce drame n'a jamais été joué sur scène en Ukraine au temps de tsar ou à l'époque soviétique. Dans ce drame, Lesa Ukrainka nous montre la période juste après le traité de Pereyaslav signé en 1654 par Bogdan Khmelnytsky et le tsar Alexis. Ce traité était destiné à assurer l'appui militaire tactique de la Russie, Moscovie, à Bogdan Khmelnytsky, mais les tsars l'ont pris comme un pur et simple rattachement de l'Ukraine à la Russie. Ce n'était pas l'union de peuples slaves, mais le début de la colonisation. Et dans le drame, un héros, Stepan, un jeune homme qui habite Moscou parce qu'il travaille pour le tsar, arrive en Ukraine pour visiter les amis de ses parents et il se marie avec une femme, Oksana. Et le frère d'Oksana, Ivan, pense que tout ce que Stepan fait, ça peut être considéré comme une trahison. Il dit que, je cite Lesa Ukrainka, mais bien sûr, mieux vaut trahir l'Ukraine que ce traité qui n'est qu'un chantage contre nous de la part de Moscou. Et Oksana et Stepan vont à Moscou où ils habitent avec la mère et la sœur de Stepan. Et la vie
de la femme moscovite est très difficile. Je cite, « Au lieu de porter les beaux costumes ukrainiens, il leur faut mettre un vilain sarafan et rester enfermés dans un terrain. » C'est un espace féminin. Et pendant le banquet, Oksana doit servir les boyards et les remercier par un baiser sur la bouche. Et les Cosaques qui leur rend visite racontent comment se comportent les Moscovites en Ukraine. Ils terrorisent ce pays. Et Stepan a peur du tsar et dit à Oksana de ne pas écrire de lettres à sa famille. Alors, à la fin du drame, Oksana est malade, nostalgique et probablement mourante. Elle se sent prisonnière à la fois comme femme et comme ukrainienne. Elle porte un titre de noblesse provenant d'un pays qui n'est pas le sien, un pays qui maltraite l'Ukraine. Le titre de boyarinya fonctionne comme un voile qui cache son identité et dénature sa véritable personnalité. Le monde ne la voit pas telle qu'elle est. La disparition de son identité devient alors le symbole de la mise en danger de toute identité ukrainienne. Et c'est le commencement de la dévoration coloniale et de la fusion non consentie avec les colonisateurs. Et dans un des sens entretien, Oksana Zabushko, écrivaine et philosophe, analyse la politique culturelle de la Russie impérialiste et de l'Union soviétique. Elle en tire la conclusion que tous les écrivains, tous les philosophes et toutes les figures culturelles d'Ukraine ont été appropriés par la Russie et marqués comme russes. Et par exemple, Nikolai Gogol, dont le nom ukrainien était Mykola, et qui écrivait sur l'Ukraine et son histoire. Il appartenait toujours à l'Ukraine, même s'il écrivait en russe. L'Union soviétique fonctionnait de la même manière. Tout le monde est devenu soviétique, mais les nationalités non russes n'étaient pas pleinement reconnues et visibles aux yeux du monde. Et c'est pourquoi le terme de post-soviétique est aujourd'hui encore problématique, parce qu'il renvoie à l'idée soviétique cardinale selon laquelle soviétique était un synonyme acritique de russe. Et dans Boyarinya, Lesa Ukrainka nous montre la pire transformation coloniale qui puisse exister, avec le début de l'effacement de l'identité ukrainienne. La femme enfermée, coupée de sa famille, dépouillée de son titre cosaque et de ses vêtements nationaux, se transforme en symbole d'une Ukraine placée sous la domination russe. Alors, je veux terminer mon exposé avec une brève analyse de la pièce qui s'appelle « L'orgie », mais plutôt « les orgies » peut-être, parce que ce mot est utilisé ici dans son sens grec pour signifier les rites secrets des mystères de Déméter et plus tard de Dionysos. Et le personnage principal de ce drame, Anté, s'appelle Anté comme le personnage mythologique, et qui reste invincible ainsi longtemps qu'il restait proche de sa mère, la Terre. Souhaitant protéger son art du regard désacralisateur de colons, Anté ne partage pas ses chansons, il est poète et musicien, avec les Romains. Ça, c'est l'époque de la conquête romaine de la Grèce. Pour Anté, son art doit rester pur, et quand Phidon, ancien élève d'Anté, lui dit qu'il a rejoint une chorale qui va chanter pour les Romains, Anté le bannit. Et il est aussi fâché car un autre de ses élèves a vendu aux Romains une statue de Terpsichore dont le modèle était Narisse. Anté dit que les Grecs, je cite, doivent faire taire le désir de gloire dans leur cœur parce que leur terre, hélas, est conquise et sans gloire. Et alors, les chansons grecques chantées pour les Romains sont vendues et désacralisées. Et ce qui représente à ses yeux une honte ultime. Et alors, un riche romain mécénat invite Anté, et alors il fait l'éloge à l'Anté et la Grèce en déclarant que, je cite, Rome n'est qu'un élève de la Grèce.
Et ces paroles de mécénat signifient plus qu'un résumé de l'histoire antique. Pour Lesa Ukrainka, ils font directement référence aux relations de l'Ukraine et de la Russie, où l'Ukraine est symboliquement représentée par la Grèce. L'orgie fut le dernier drame écrit par Lesa Ukrainka après elle a décédé à l'âge de 43 ans de tuberculose et son héritage littéraire est complexe et nous continuons de le déchiffrer. Merci.